Bolem Sansal, bonjour. Alors, on est à l'hôtel Mercure. Hier, vous étiez à Perpignan. Vous y êtes d'ailleurs toujours, jusqu'au moment où vous n'y serez plus, pour faire la présentation d'un livre que, j'allais dire, on ne présente plus, 2084, hashtag Orwell, où es-tu C'est important que vous soyez là pour maintes raisons. Alors déjà avant, mais alors maintenant, c'est vous tombez à point nommé, si je puis dire. Malheureusement, Les attentats, oui, les élections, machin, tout ça. malheureusement, j'ai vraiment pas envie de passer pour un oiseau de mauvais augure. Mais hélas, c'est le cas. J'ai sorti 2084 après évidemment les attentats de janvier, en pensant que bon, je ne pensais pas qu'un jour se produirait à Paris des attentats comme ils sont produits tellement dans le monde arabe. En Syrie, comme ils sont produits dans mon pays, en Algérie, dans les années 90. Et ben voilà que, en novembre, on a été rattrapé par la chose. Un attentat terrible. Au moment où ça s'est produit, je me trouvais à Carcassonne, pas loin. C'est vraiment terrifiant. J'espère que c'est une dernière, c'est pas une première. Mais voilà. Alors, votre œuvre commence par le Serment des barbares, qui correspond, si je puis dire, à ces années de plomb en Algérie. Est-ce que la France n'a pas été un peu légère par rapport à ce qui s'est passé en Algérie, en se disant, un peu comme Oscar Wilde disait, la tragédie des autres sont toujours d'une banalité désespérante, et qu'elle n'a pas pensé qu'à un moment, ça pouvait arriver chez elle? Ah oui, vraiment, là, vous mettez le doigt sur quelque chose qui était vraiment pour nous très 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 important. J'ai fait partie de groupes, et je l'ai fait aussi plus tard avec mes livres, qui cherchions à cette époque à attirer l'attention des pays occidentaux, et notamment la France, qui est notre grand partenaire historique, économique et tout ce qu'on veut. Hein, en disant ce qui nous arrive aujourd'hui, si vous ne nous aidez pas à l'arrêter, vous atteindra un jour ou l'autre. Voilà. Les islamistes sont dans une démarche pour le moment nationale seulement, mais s'ils prennent le pouvoir en Algérie, ils chercheront à le prendre ailleurs. Et la France est une cible de choix. Et nous n'avions pas fini d'ailleurs de dire cela qu'il y a eu des attentats à Paris. Vous vous souvenez de cet avion détourné sur Marseille, les attentats du métro de Paris, etc. etc. Malgré cela, les pouvoirs sont restés, comment dirais-je, silencieux en tout cas. Est-ce qu'ils comprennent la situation? Je ne sais pas. En tout cas, ils ont fait d'autres calculs, probablement. J'avais un jour posé la question à Jacques Chirac, en lui disant mais c'est pas possible que la France soutienne des généraux ou même des islamistes, voilà, dans le jeu de la réelle politique. Et pourquoi la France ne soutient pas les démocrates? Il m'a répondu, il n'existe pas de démocrates chez vous. Il m'a dit, dans vos pays, il y a les militaires et les islamistes. Nous n'avons pas d'autre choix. Le jour où vous serez une force organisée, capable d'eux, en ce moment, ça intéressera à vous. Voilà, c'est une réponse aussi froide et aussi dure que celle-ci. Oui, mais si on n'aide pas, ça ne peut pas grandir, je veux dire. Ben voilà. Entre le marteau et l'enclume, c'est dur de pousser. Voilà. Mais hélas, c'était une réaction unanime. Nous avons essayé de sensibiliser l'Union européenne, les Anglais, les Américains, et même beaucoup d'ONG parce que c'était aussi pour nous, intellectuels et démocrates algériens, des partenaires de choix. Mais eux-mêmes, ils étaient dans une démarche très ambiguë. Très ambiguë. Beaucoup, au départ, soutenaient les islamistes au motif qu'ils avaient gagné les élections. C'est un vrai motif, c'est vrai. Ils sont démocrates, ils ont gagné les élections. Voilà, ils sont des démocrates. C'est vous qui n'êtes pas démocrates, qui voulez leur enlever le gain, le profit de leur... voilà, bon. Ensuite, quand les attentats ont commencé à arriver en France, et puis ils ont essayé de changer de politique, ils l'ont fait discrètement, parce qu'en politique, on ne tourne pas à 90 degrés, c'est trop visible, ça fait trop de dégâts. Alors on tourne comme ça, sur la longueur, sur le temps. On louvoie, voilà. Et ben voilà, la réalité aujourd'hui, elle est là, c'est que
l'islamisme, qui était un épiphénomène il y a une trentaine, une quarantaine d'années, est devenu le phénomène mondial. Il est partout, il frappe partout, il est grandes puissances, il nous met tous dans le même sac, qu'on soit musulman ou pas, qu'on soit puissant ou pas. Nous ne comptons pas pour lui. Il est absolument chez lui partout. Est-ce que la question, vous ne l'avez pas posée, mais je me la pose. Faites donc. Faites donc, merci. Quand allons-nous nous unir? Parce que je crois que c'est vraiment, face à ce phénomène, il faut l'union. C'est comme pour la COP 21, le changement climatique. Un pays ne peut rien faire. Même 10 pays ne pourraient rien faire. Il faut qu'on s'y mette tous. C'est une affaire collective. L'islamisme est devenu comme ça, comme le réchauffement climatique. C'est une affaire pour tous. Mais on ne voit pas, regardez en Europe, entre l'Allemagne et la France, les grands moteurs de l'Europe, des politiques divergentes, ça tire à U et à dia. Et je ne parle pas des Américains qui évidemment font des politiques absolument irrationnelles souvent. C'est-à-dire qu'ils soutiennent les gens qui vont venir les frapper. Est-ce que derrière les États, est-ce que les États ne sont plus que des coquilles vides derrière des multinationales finalement, et donc c'est pas la peine de se réunir vu que c'est pas Jacques Addy, c'est multinational Addy. Oui, absolument. Nous sommes dans la mondialisation, bien sûr, la politique doit changer de forme, bien sûr. Mais pour le moment, ils sont là. Donc il faudrait qu'en ce moment qu'ils déclarent forfait. Et qui disent nous ne pourrons pas gouverner, c'est la mondialisation, c'est la main invisible du marché. Oui, comme disait Adam Smith. Comme disait Adam Smith, voilà, en ce moment qui se retire. Mais de toute façon, les peuples sont en train de les sanctionner. Les peuples ont fait ce diagnostic, que ceux qui les gouvernent ne gouvernent en réalité rien du tout, si ce n'est leurs propres intérêts. Et donc du coup, ils s'inventent de nouvelles façons de vivre, ils s'inventent de nouveaux héros, ou carrément ils rejoignent, faisant un peu ce que préconisait Mao Tse-tung, qui disait lorsque le viol est inévitable, détends-toi et profites-en. Et ils se disent après tout, l'islamisme, et ça c'est un discours qu'on entend de plus en plus, après tout l'islamisme, et c'est aussi un discours, c'est intéressant, il y a du vrai, il y a du. Voilà, donc ça c'est une façon. Ils sont tendres en fait. Oui, presque. C'est faute de grive, on mange des mains. S'il faut, ils sont sympas. C'est un malentendu entre nous. Oui, absolument. S'il faut, il aiguise son couteau juste pour tailler la pointe de sa barbe. Voilà, c'est tout. Enfin, faire un sourire kabyle, enfin, je sais pas, moi. C'est absolument. Beaucoup de gens sont. En tous les cas, les gens qui sont près de l'islamisme raisonnent comme ça. Parce que pour eux, le danger est immédiat, est imminent. Donc, ils préfèrent adopter cette attitude pour se concilier mais on constate que ça gagne du terrain. À Paris, on entend ce discours, des gens qui disent « oui, non, on exagère, il ne faut pas confondre, ça c'est pas des islamistes, c'est des manipulateurs, c'est peut-être le Mossad, c'est peut-être... » Ah oui, ça oui. Voilà, il ne faut pas oublier le Mossad, il a sa part dans les malheurs du monde. Et il y a le Mossad, il y a la CIA, ce genre d'explications comme ça, en fait, qui cachent en réalité une certaine lâcheté. C'est qu'on est prêt à rallier le syndrome de Stockholm, les gens. Voilà. Ils rejoignent ce qui. En fait, le mouton n'a rien contre l'égorgement pour peu qu'on lui raconte une belle histoire avant. Oui, voilà absolument. Alors, est-ce que. Justement, le problème de l'islam, c'est le problème de toute religion. Quand l'archange Gabriel se pointe et il lui dit « Dieu m'a dit de te dire », comme disait la femme de l'ex-président Sarkozy, il y a quelqu'un qui m'a dit, et ça supporte pas la contradiction puisque c'est Dieu qui parle, et donc c'est totalitaire en soi. Et c'est valable pour les trois religions du monde. C'est le principe même de la religion, je veux dire, sans jugement de valeur là-dessus. Ils parlent ils disent porter le message de Dieu. Dieu, évidemment, ne supporte pas. Oui, il téléphone rarement pour préciser que oui ou non. Il n'y a rien à dire. Si c'est Dieu qui dit, il n'y a rien à redire. Ouais, voilà. C'est tout à fait vrai. Donc, l'islamisme est donc dans l'islam, bien sûr. Ces gens-là font référence à des sourates et des versets coraniques pour expliquer
leur démarche. Et c'est marrant que ce ne soit pas plus contesté que ça. C'est parce qu'il y a des gens qui se pointent avec un livre. Si moi je me pointais avec un livre de cuisine et que je disais là-dedans il est dit que c'est comme ça et pas comme ça, oui, on ne me prendrait pas au sérieux, on me dirait monsieur vous êtes gentil mais allez vous rendormir, vous êtes fatigué, tout ça. Et là... Mais ils vont plus loin, vous empêchent même d'en discuter en vous disant il ne faut pas faire d'amalgame. Ouais. Mais pourquoi vous le qualifiez d'amalgame? C'est pas un amalgame, il suffit simplement d'écouter les islamistes. Ils parlent en tant que musulmans. Ouais. Avons-nous entendu un jour un islamiste dire je suis un islamiste? Il dit je suis un musulman. Ouais. Et je suis un vrai musulman. Et je me réfère explicitement à tel verset du Coran, il ne se trompe pas, en général, il a choisi les bons. Ils ne connaissent pas, ils connaissent le Coran par cœur, ils le récitent aller-retour, comme on dit chez nous, et donc il n'y a rien à... bon, donc il faut y regarder, voilà. Et donc nous sommes devenus en quelque sorte nos propres bourreaux, quoi. C'est ça qui est terrifiant, alors que les gens ne sont pas des... ne sont pas des va-t-en-guerre. Ce qu'on veut, c'est comprendre. À la limite, on veut seulement comprendre pourquoi on va nous tuer. Voilà. Peut-être qu'on est effectivement de vrais pêcheurs. Et en lisant, voilà, on va peut-être... C'est tout, quoi. On va nous permettre au moins cela. Ce serait gentil. Ce serait gentil de leur part qu'on sache de quoi, au nom de quel verset on va tuer. Alors, c'est vous qui avez dit que finalement l'Europe et en particulier la France renonce à ce qui a fait d'elle ce qu'elle est, à savoir les Lumières, Voltaire, tout ça, Diderot, les encyclopédistes, et que c'est parce qu'elle renonce qu'elle se met en danger, en fait. C'est à partir de là. Absolument. Comment combattre une idée si ce n'est avec ses propres idées? Voilà, on ne va pas bombarder des idées. La France a abandonné. Je crois qu'il s'est créé quelque chose à leur insu, à l'insu de ceux qui gouvernent ce monde-là, et faute de lui trouver de la qualifier justement, on l'appelle la réelle politique. Les gouvernements ont versé là-dedans depuis, je crois, une cinquantaine d'années. Ils ne font plus de politique, ils font de la réelle politique. Là, c'est même plus de la réelle politique. On est au pays de Dali, c'est de la surréelle politique. Oui, ben voilà. Ben, la réelle politique, évidemment, a ses extensions. Elle s'étend. Au départ, peut-être qu'elle avait une base rationnelle. Disons, dans la mesure où on ne comprend pas ce qui se passe, alors on attend un peu. Au lieu de... On comprend toujours puisqu'on a ses propres valeurs. Donc on juge par rapport à ses valeurs. Et puis c'est devenu une sorte de règle et c'est devenu même le b.a.-ba de la politique. Entrer en politique aujourd'hui, c'est entrer directement en réelle politique. Oui. Directement. Donc, non, mais c'est ce qu'on nous dit, la réelle politique. C'est-à-dire, on nous dit il n'y a qu'une seule voie possible, comme disait Margaret Thatcher en son temps. C'est un manque d'imagination, ce qu'on appelle maintenant la réelle politique. Oui, voilà, et puis un abandon de ses propres valeurs. Alors abandon, est-ce que parce que ces valeurs se sont usées, elles ne se sont pas adaptées à la mondialisation? Ces valeurs sont nées dans des États-nations, à l'intérieur d'un État. Donc il y a un peuple, un souverain, et les choses sont relativement claires. Les Lumières sont venues à apporter de la lumière à ce qui était déjà relativement clair. Dans la mondialisation, c'est vrai que c'est un peu ténébreux. Les valeurs des Lumières sont-elles des valeurs universelles? C'est qu'à un moment donné, il y a eu un arrêt dans le développement, l'adaptation de ces valeurs, leur enrichissement, dans la confrontation avec l'autre. Et on les a abandonnées, et une lumière, si on l'abandonne, elle s'éteint. Voilà, et donc la réelle politique est en quelque sorte devenue, c'est quelque chose réellement de dramatique, parce que la réelle politique consiste à relativiser ses propres valeurs. Oui. En disant, les valeurs auxquelles je crois, celles qui m'ont fondé, tout ça, finalement, c'est pas vraiment la réalité, il y a d'autres valeurs, probablement plus importantes. En tous les cas, voyons voir. Voilà, on est dans... à force de voyons voir, on ne voit plus rien. On ne voit plus rien. Alors qu'en face, on a des gens qui sont dans des certitudes absolues. Et ils ont une énergie, je veux dire, physique, pour porter
leurs idées qui est phénoménale. Et à leur côté, on n'a pas d'idée, et en plus on est devenu mou. Oui, mais ça c'est parce qu'on est passé de citoyen consommateur, ça préparait mentalement à accepter tout. Voilà, on est vautré dans son lit, et puis on consomme. Voilà, ça c'est terrifiant. Et la clause d'obsolescence, elle est aussi pour nos valeurs. Absolument. Et puis, et ceux qui, encore dans la société, sont encore dans ce schéma, qui se posent des questions, qui veulent comprendre, on les empêche de... Il y a une bien-pensance qui est née. C'est fini, c'est pas la peine, on a déjà tout pensé, c'est calibré. On n'a pas le droit de, etc. Alors vous avez du bol, enfin c'était compliqué de vous attaquer là-dessus. Houellebecq, dans l'épisode précédent, il y a une polémique terrible, comment vous pouvez écrire ça. Et là, c'était chez Ruquier, il a cité Boualem Sansal avec 2084 et dit mais écoutez, moi à côté je suis un enfant. Et vous c'est compliqué, vous êtes algérien, vous avez vécu les années de plomb, c'est dur de dire que vous êtes raciste, fasciste, etc. Mais c'est ça, hélas, c'est que c'est le fait qu'on ait payé le prix de ces folies-là, évidemment ça donne à votre démarche une certaine légitimité. Je sors d'une guerre civile, qui n'est sortie pas vraiment, elle est encore là. Et les dégâts de la chose sont encore là, et la chose est en train de se reconstituer de nouveau. Évidemment, ça donne à mon propos une certaine légitimité. Chez Houellebecq, les gens ont perçu que c'était de la provocation, qu'il allait aggraver la situation par ses propos, il est raciste, donc il va, par sa façon de faire, il va provoquer une radicalisation de ce qui est déjà radicalisé. Et donc on lui en voulait. Moi je pense qu'il fallait l'écouter. Il fallait vraiment mettre un peu de côté son côté provocateur. Oui, puis à un moment donné, c'est la littérature. C'est de la littérature. Si on avait fait suer Orwell ou Aldous Huxley quand il écrivait des sociétés totalitaires, parce que non, quand même, vous allez loin, M. Orwell, M. Huxley. Voilà, oui, absolument, oui. C'est ça, c'est terrible que ces gens, ces spécialistes de la bien-pensance, pas d'amalgame, tout ça, fermer le débat. Oui, voilà, c'est surtout c'est au prétexte, c'est surtout pas de dégâts, quoi. Pas de dégâts, pas de vagues, restons comme ça dans le truc, nous sommes tous des frères, tous des trucs. Oui, mon cul c'est du lapin, si je puis m'exprimer ainsi. Oui, à un moment donné, ce qui se passe, c'est en inadéquation, le réel revient vite. Le réel est là, c'est lui qui... Et donc, au lieu de, au contraire, parce qu'ils ont des capacités, ceux qui sont dans cette démarche-là, ils ont des capacités intellectuelles très importantes, ils auraient dû, au contraire, s'emparer de ce débat et l'amener sur la grande voie. Mais le but du jeu, c'est qu'il n'y ait pas de débat. Il y a un simulacre de débat, mais il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. C'est parce que le débat met le doigt sur les choses. Et il y a des gens qui en vivent, et ça serait dommage que ça s'arrête. Et c'est ça qui... Alors, ce serait quand même triste que... que les pays qui ont inventé le débat libre, tous azimuts, on arrive aujourd'hui à prôner le non-débat. C'est terrible. Oui. Alors, Kamel Daoud, l'année passée, avait dit quelque chose qui avait... Kamel Daoud, c'est le gars qui a repris Camus, si je puis dire, oui, voilà. La version du côté de l'Algérien. Voilà, absolument. Meursault contre enquête. Peut-être qu'il ne connaissait pas très bien la France, donc il était venu pour les besoins de la promo de son livre, il a beaucoup circulé en France, et il a fait ce constat, il a dit mais il y a plus de tabous en France qu'en Algérie. Il avait dit ça dans une émission radio, je crois, France Inter. Oui, ben France Inter qui est un des lieux où maintenant il y a beaucoup de tabous. Ah, oui, absolument. Alors qu'avant c'était l'inverse. C'était l'inverse. C'est ce basculement en 10 ans, c'est assez... Et il disait ça, donc comme ça... face à un parterre de journalistes, Patrick Owen notamment et d'autres, il leur disait, moi je suis surpris, je circule en France, je fais il n'y a pas de débat, il y a trop de tabous dans votre pays. Et il a dit ceci, en Algérie, malgré tout, on arrive à parler, on arrive à débattre.
la presse, notamment El Watan ou Le Matin, sont des journaux qui sont encore vivants. Moi je lis parce que la France me convient moins, donc je préfère lire El Watan ou Le Matin que de lire les journaux français, quoi. Et alors je confirme ça. Moi, c'est vrai que je suis pas dans la même position que Kamel Daoud. Moi, on ne m'invite pas. Enfin, moi, j'ai d'autres tares parce que je me considère aussi pas seulement sous l'aspect islamisme et tout ça, mais on me reproche d'autres choses qui font que je ne suis pas invité et tout. Mais au moins dans les milieux qui sont les miens, on arrive à parler entre nous sans que les gens vous disent ah non, tu es ceci, tu es cela. Mais on revient un peu comme dans Le Nom de la Rose. Je trouve qu'en fait, il y a un film qui résout notre problème. C'est le livre en l'occurrence. Dans le film Pour les feignants, qui est très bon aussi d'ailleurs. Magnifique. C'est l'accès à la bibliothèque et le débat dans le scriptorium sur le rire. C'est à revoir ou à relire. Et c'est la clé de ce qu'on vit. Oui, absolument. Et là, il faut vite retrouver cela. Et donc, parce que si on arrive à tout remettre sur la table et à débattre, après tout, l'humanité a connu des problèmes autrement plus graves tout le temps, et on arrive toujours à s'en sortir, donc on pourrait. Mais là, on est comme des moutons bêlants, allant à l'hôtel se faire égorger, et presque tout content de... Oui, parce qu'il ne voudrait qu'on n'aime pas qu'on pense qu'on fait des amalgames. Ça serait ridicule. Je veux bien mourir, mais dites bien sur mon épitaphe. Alors ça c'est très amusant, mais alors là on a un problème entre guillemets avec vous, c'est que vous écrivez des choses depuis 99, le serment des barbares, ça aurait déjà dû être un vaccin. Il y a eu des gens qui sont morts, vous risquez encore, je pense à Saïd Mekbel qui n'a pas eu votre chance, qui avait écrit Ce voleur qui avant de mourir, voilà. Tahar Jaoud et d'autres. La question c'est vous écrivez, c'est lui qui avait écrit si tu me dis tu meurs, si tu ne dis pas tu meurs, alors dis, sous-entendu, et meurs. Mais mon père a cette phrase magnifique qui est quoique tragique, tu peux avoir le plus beau discours du monde, face à la mer t'entendras jamais que le cri des mouettes. Est-ce que c'est pas fatigant à force d'écrire ou de dire? Oui, absolument, mais réellement, chaque fois que je me pose la question, je vais écrire quelque chose. À chaque fois je me dis, je vais peut-être écrire une histoire, raconter une histoire d'amour, un truc comme ça. En fait, voilà, la littérature de gare, quoi. Oui, de gare. Voilà, si c'est pour gagner ma vie, je peux très bien gagner ma vie avec... 50 nuances d'Algérie, des trucs. Oui, voilà. Voilà, pourquoi se mettre en avant comme ça, se mettre en danger et se répéter, parce que qu'est-ce que je peux dire de plus que ce que j'ai déjà dit sur cet roman. Et puis ça avait été dit déjà par Salman Rushdie dans les épisodes précédents, quoi. Ça a été dit, donc on a l'air là de tourner autour du cadavre. Mais le cadavre est décomposé, il n'y a plus de cadavre. Oui, il n'y a plus de commentaire du commentaire. Oui, il allait faire autre chose, quoi. Mais réellement. Hein. Mais le problème, en fait, c'est que la société de consommation, pour vendre plus, elle doit crétiniser les gens. Donc le prix qu'on paye, c'est le prix que vous crétinisez les gens, mais c'est un prix. Oui, mais c'est ça qui est terrible. C'est que la consommation, c'est pas seulement dangereux pour notre estomac, mais c'est que ça a fait de nous vraiment des robots. On se demande qu'en ce moment, qu'est-ce qu'on fait sur Terre si c'est une mécanique. Il faut produire, monsieur. Il faut produire. Voilà, c'est ça, c'est abominable. Et donc, il faut tout reprendre dès le départ, en fait. C'est-à-dire que ce qu'avaient amorcé les Lumières, il faut reprendre, aller avec son bâton de pèlerin, si je puis dire, et rapporter la bonne nouvelle, si je puis dire. Mais j'ai l'impression que si on fait un diagnostic vraiment réaliste, je crois que ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, parce que les Lumières sont nées dans un je dirais presque un système clos. Hein, donc, pourtant mondialisé. Pas vraiment. Au niveau des intellectuels, oui, il y a une certaine mondialisation en marche.
Mais ça restait bon, dans un cadre, là, dans cette immensité qu'est le monde, ça, voilà, ça résonne, quoi. C'est du vent, c'est des murmures, ça n'a aucun impact, quoi. Ça n'a pas d'impact. Donc il faut peut-être aussi des nouvelles races intellectuelles. Ou alors que vous deveniez un youtubeur. Faites vos petites vidéos comme ça de 5 minutes. Mais il y en a plein. Quand on rentre dans cet univers-là, on dit bon, moi, je crois que là aussi c'est pris, il n'y a rien à faire. On est dans l'univers de la consommation, où là aussi, il y en a tant et plus, où des gens déblatèrent à longueur de journée sur tout et rien. Alors on dit non, c'est pas la peine. On ne sait plus quoi faire. Écrire ne sert à rien parce que les bouquins sont devenus un produit de consommation comme on les vend comme on vend oui, voilà. Des biscuits. Hein, donc, alors on ne sait plus. Les médias apparemment sont tous au service de la consommation. Bah oui. C'est les mêmes. Mais qui paye derrière aussi? Voilà, c'est ils sont la cheville ouvrière de la chose. Donc en faisant cela, on contribue à cela. Et donc, et puis alors en plus, à titre individuel, c'est affreux parce qu'on devient un objet de mode. Ouais, c'est la mode sans ça cette année. Ouais. Voilà. L'année prochaine, ce sera quelqu'un d'autre qui va venir surprendre avec un autre discours. Un clou chasse l'autre. Un clou chasse l'autre. Des attentats, on est passé au Front National. Oui, voilà, comme ça. Voilà, comme ça. C'est du zapping aussi. C'est vraiment du zapping. Hein. Et aucune réflexion, toujours l'émotion. C'est le totalitarisme de l'émotion. Ou tu pleures ou alors tu es un salaud. La consommation, c'est basé sur ça. C'est des réactions. Voilà, on vous met des lumières chatoyantes. On doit sentir sur votre peau des petites vibrations. Ok, celui-là est prêt à acheter. Ça, c'est une pub de voiture. Voilà. On a dû voir la même. Voilà. Et donc, on en est là. Alors, évidemment, on désespère quand on est quand on fait ce que je fais. Évidemment, on se dit, ça sert à rien. On intéresse quelques un documentaire, la forme documentaire ou cinématographique, genre Le Serment des barbares au cinéma, oui. Avec des acteurs connus pour mobiliser les émotions. Brad Pitt qui jouerait... Même pas, je crois pas. Non, je crois pas. Non, il va... Ne dites pas qu'il reste plus qu'à prier, comme pour Paris. Mais presque, hein, oui, ça fait partie, on va dire, à la limite, c'est la base même du combat, du judo. Hein. C'est utiliser la force de... Pourquoi produire de l'énergie, dépenser de l'énergie pour vaincre, quand on peut utiliser l'énergie de son adversaire, qui a tendance à en déployer beaucoup, donc on peut récupérer une partie de son énergie, la retourner contre lui. Donc, oui, à la limite, si on devenait tous islamistes, la question de l'islamisme est réglée. C'est ce que dit Houellebecq finalement. Absolument. Oui, si comme ça on décidait tous d'aller maintenant à la mosquée nous convertir à l'islamisme, c'est instantanément la question est réglée. Et puis de l'intérieur, en ce moment, on va essayer d'introduire l'antidote absolu, c'est la consommation, les mettre dans... Ouais, voilà. Ils vont s'autodétruire par... Manger plus de sourates au petit déjeuner. Voilà. Voilà, le slogan ce serait celui-ci. Pour détruire les islamistes, c'est ça, c'est manger plus de sourates au petit déjeuner. Voilà, vous serez plein d'énergie toute la journée. Alors, voilà. Avant de nous quitter, ce qui m'attriste déjà, je voulais vous demander si finalement lire les Roubaïat, c'est pas aussi une solution. Oui. D'Omar Khayyam, donc oui. Les quatrains pour la traduction. Oui, non, bien sûr, oui, pour vos lecteurs. Oui, c'est pas pour vous. Je ne permettrai pas. Oui, ça pourrait être une solution localement. Il n'y aurait peut-être pas assez de vin dans le monde. Produire assez de vin dans le monde pour nous saouler tous. Mais oui, c'est déjà aussi une... Parce que c'était un pote à Hassan Sabbah. Oui, il y a beaucoup de gens déjà qui fuient les problèmes du monde en allant vers les paradis artificiels.
ça c'est sûr, mais les gens nous sommes dans une désorientation générale permanente. Je veux dire, ceux qui ne sont pas islamistes, parce que les islamistes, eux, ils sont heureux. Oui, eux, ils savent où ils sont. Oui, ils savent où ils sont, Vous êtes ici. Ils savourent leur moment. C'est du vrai bonheur. Ils vivent des vies héroïques sur tous les plans. Courtes, mais héroïques. Héroïques, oui, mais héroïques. Et donc ils sont absolument. Et nous, on se morfond. Et évidemment, les paradis artificiels, des trucs, évidemment, c'est un pis-aller. Walem Sansal, merci. Merci beaucoup.